Merci à tous pour se connecter pour cette session que nous allons donner, donc Brian Gauthier et moi-même, Thomas Lallemand, concernant donc le provisionnement innovant en assurance non-vie. Donc le titre, c'est un enjeu pour la maîtrise de son risque. Nous allons brièvement juste nous introduire chacun et on pourra ensuite commencer la présentation qui vous sera donnée donc par Brian qui partage son écran. Donc moi, je m'appelle Thomas Lallemand, je suis actuaire certifié IA depuis à peu près 7 ans. Je suis aussi expert ERM CERA depuis l'année passée. Je travaille actuellement chez Adactis France, où je suis manager PNC dans l'équipe Modeling and Risk dirigée par Monsieur Benjamin Poudré. Et je travaille principalement sur des problématiques liées au provisionnement, solvability de IFRS 17. Et je suis aussi en charge de tout ce qui est R&D sur le reserving chez Adactis France pour la practice non-vie. Je vais laisser également Brian se présenter rapidement. Oui, donc moi je m'appelle Brian Gauthier, je suis diplômé ingénieur actuaire depuis un peu plus d'1 an maintenant et j'ai rejoint Adactis France également dans l'équipe Modeling and Risk où je travaille notamment sur des sujets de R&D en lien avec le provisionnement mais aussi sur les sujets climatiques. Donc merci, donc on va commencer. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on essaiera d'y répondre donc à la fin de la présentation. Je regarderai un peu les différentes questions qui peuvent tomber et puis on reste à votre disposition si besoin. Merci à tous et puis bonne présentation. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à poser des questions à la toute fin. Je vais être assez rapide étant donné la plage horaire qui nous est attribuée. Et c'est un sujet qui peut être tout de même relativement dense. Donc, on prendra vos questions à la fin, voire par email s'il en reste à la suite. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter brièvement la R&D qu'on réalise au sein de l'équipe autour du provisionnement innovant en assurance non-vie. Et donc, plus particulièrement, d'un algorithme de provisionnement individuel qu'on a développé au cours de l'année passée, donc Thomas et moi particulièrement. Mais avant de vous parler réellement de cet algorithme de provisionnement individuel, il nous a semblé important de rappeler, de détailler tout le processus de provisionnement innovant qu'on a mis en place au sein de l'équipe, puisque pour nous, avant d'utiliser des algorithmes de provisionnement individuel, il faut réellement s'intéresser plus en détail, plus en amont des données qui sont en entrée. Et donc ça commence par un travail au préalable sur la qualité des données, vérifier non seulement leur complétude, le nombre de valeurs manquantes dont on dispose, mais également leur véracité. Et éventuellement, compléter ces données si nécessaire, soit avec des méthodes déterministes, soit avec des algorithmes de data science. Donc je présenterai brièvement ce point-là. Ensuite, après cette analyse sur la qualité des données, il y a un réel travail d'analyse de données, puisque avant l'utilisation notamment de méthodes de data science qu'on va utiliser également pour le provisionnement individuel, il faut en amont vérifier un certain nombre d'hypothèses qui seront prises par ces modèles, et notamment, je pense à la corrélation, mais pas que. Il y a tout un travail d'analyse de données à faire qui est important pour bien comprendre son jeu de données avant d'utiliser des outils de ce type-là. Enfin, de façon plus classique, donc juste avant d'arriver au provisionnement, et ça c'est des choses que vous connaissez déjà et qui sont utilisées aussi par les méthodes agrégées, il faut bien définir la segmentation qu'on va utiliser. Donc par segmentation, j'entends la maille de reserving, mais également la séparation attritionnelle grave avec des outils statistiques tels que l'estimateur de yield, de Pickens ou autres. Et enfin, le cœur de leur présentation, donc ça sera la présentation de cet algorithme qu'on a développé, donc la CICRE, et un peu plus, voilà, de façon un peu plus générale, comment on conçoit les algorithmes de provisionnement individuel, et également on effectuera certains tests sur la qualité finalement de cet algorithme, et on comparera les résultats obtenus par la CICRE avec d'autres méthodologies. Donc, ces résultats vont être comparés sur 2 lignes de business différentes, l'ARC corporel auto et l'incendie en habitation. Ces 2 lobes qui ont été choisis pour leur caractère assez différent. D'une part, une lobe assez longue et volatile versus une lobe beaucoup plus
beaucoup plus maîtrisée. Et donc, on a établi ces tests sur un portefeuille d'une compagnie d'assurance française, sur la partie IBNER seulement, donc sur la partie des sinistres déjà déclarés. Pour comparer la CICRE, on utilisera une méthodologie agrégée que le Schneider, qui a été calibrée à l'aide d'une vision expert, et également une méthodologie individuelle. Et on a utilisé un algorithme inspiré de l'ICR d'Antonio et Plath, donc un article qui est paru en 2012 sur ce sujet-là et qui est régulièrement cité en tant que référence parmi les méthodes de provisionnement individuel. Donc ces résultats, je vous les montrerai à la toute fin, mais évidemment, les résultats ont été modifiés afin de préserver la confidentialité, mais sans altérer tout de même les analyses qu'on peut en faire. Donc, brièvement, je vais juste vous présenter un peu les 3 premières étapes dont je vous avais parlé en introduction, juste aussi pour que vous ayez en tête un peu les données qu'on a utilisées et les retraitements qu'on a pu y faire. Donc, concernant les données à proprement parler, on a essayé d'utiliser un maximum d'informations à disposition de l'assureur. Donc, toutes ces informations sur le sinistre, avec des choses qui sont classiquement utilisées comme les règlements, les charges, les dates auxquelles elles sont effectuées, mais également des informations sur le sinistre, sa cause par exemple, ou autre. Des informations sur le contrat, sur les garanties, les sommes assurées, sur la description du bien, par exemple de l'habitation. Et une fois agrégées, on a vérifié la complétude et la qualité de ces données. Il s'est avéré dans notre cas qu'on disposait tout de même de plusieurs variables assez mal ou assez peu complétées. Et donc, on a essayé de pallier un peu à ces informations manquantes avec des méthodologies de complétion. Donc, pour ça, on a réalisé des comparaisons entre des complétions déterministes avec, par exemple, une moyenne ou un quantile et des complétions par machine learning. Donc, on a pris un sous-échantillon de la base de test qui, elle, était bien complétée. On a appliqué ces méthodologies et on a essayé de comparer un peu les performances de complétion variable par variable. In fine, on a choisi la meilleure complétion le cas échéant, ou si jamais aucune des complétions ne nous paraissait pertinente. Et si la variable disposait de trop de variables manquantes, on l'a supprimée de la base de données. Et donc, in fine, que ce soit sur la base habitation ou la base auto, on disposait entre 15 et 20 variables pour chacune des lobes. Et donc, ces 15 ou 20 variables seront utilisées dans la CICRE, donc pour le provisionnement individuel. Suite à cela, on a réalisé une analyse de données avec des outils, on a d'abord assez classiques comme la corrélation, des outils graphiques, pour vraiment avoir ce point de vue, si je peux dire, expert sur la donnée, avec des outils assez visuels, assez interactifs, etc. Mais on y a également rajouté un peu d'outils de data science pour y faire un profiling de la sinistralité atypique, pour vraiment pousser cette analyse au fond et être sûr de ne pas louper certaines caractéristiques ensuite dans le provisionnement individuel, et également utiliser des outils de machine learning pour essayer un peu d'établir quelles sont les variables de notre base qui apportent le plus d'informations sur le coût ultime d'un sinistre. L'objectif de ça, c'est de bien appréhender la base de données avant les algorithmes de provisionnement individuel, mais aussi éventuellement de redéfinir une segmentation peut-être plus précise avant d'utiliser les algorithmes de provisionnement soit classiques, soit individuels, puisque cette segmentation va évidemment avoir un impact sur le provisionnement par la suite et sur les résultats qu'on obtient. Et donc, assez rapidement sur cette partie-là, sur la partie segmentation, in fine, après l'analyse de données, on a conservé les segmentations donc, que je présentais au départ, RT corporel et incendie habitation, parce que c'était un bon compromis entre la volumétrie des données et la pertinence, on va dire, d'un point de vue statistique, d'un point de vue analyse de données. Et on a également défini un seuil de sinistre grave optimal à partir de plusieurs indicateurs, les QQ-plot et l'estimateur de Pickens pour vérifier les domaines d'attraction des lois de sévérité avant d'utiliser l'estimateur de Hill et la mean excess function.
Et enfin, pour affiner un peu ces tests qui parfois peuvent donner un intervalle de seuil possible plutôt qu'un seuil réellement optimal, on a terminé cette analyse avec un test d'adéquation et une loi GEV à partir d'un échantillon Bootstrap, donc sur tous les sinus de chaque homme. Donc voilà un peu brièvement comment on a travaillé ces données en amont avant le provisionnement individuel, ce qui nous emmène maintenant donc à la présentation de la CICRE. Et avant cela, la présentation du provisionnement individuel tel que nous on le perçoit et qui a aussi conduit notre R&D vers le chemin, vers la CICRE tel qu'il est conçu aujourd'hui. Tout d'abord, pour nous, le provisionnement individuel, c'est un enjeu majeur pour les assurances, pour la maîtrise de son risque, et il est vraiment amené à se développer dans les années futures, puisque ça permet vraiment d'apporter de nouvelles analyses sur cette sinistralité et des choses qui sont réellement pertinentes à estimer pour l'assureur. On pense évidemment dans un premier temps à l'évaluation de la cession en réassurance non proportionnelle pour les sinistres graves. C'est quelque chose qui est délicat à réaliser avec des méthodologies agrégées. Mais ça peut aussi amener, les provisionnements individuels peuvent aussi amener à des analyses de zones de sur- ou sous-provisionnement systématique, anticipées par rapport donc, au développement, on va dire, du sinistre futur, et amener également à une optimisation des guides de provisionnement à l'aide vraiment de cette maille plus fine qu'on peut avoir. Et cet intérêt pour le provisionnement individuel, nous, on le perçoit de par notre activité, mais l'ASTIN avait déjà réalisé des sondages dessus, donc il y a 5 ans maintenant. Mais déjà, il y a 5 ans, la part des entreprises intéressées par le provisionnement individuel était relativement élevée et c'est un chiffre qui s'accroît, notamment en Europe et en Amérique latine, où ces méthodologies étaient déjà fortement présentes, ou du moins intéressaient de plus en plus les acteurs. Sur les méthodes de provisionnement individuel, il en existe déjà beaucoup, de par la rédaction de mémoire, mais aussi de par la littérature avec des articles d'universitaires. Nous, à notre sens, on peut les distinguer en deux catégories. D'une part, les méthodes stochastiques, avec par exemple l'ICR d'Antonio et Platt qui nous servira de benchmark. L'idée de ces méthodes stochastiques, dans la plupart des cas, c'est de projeter la vie du dossier, la vie restante du dossier, avec les futures dates de paiement, de clôture, et les coûts qui seront associés à chacun de ces mouvements. L'avantage de ces méthodes, c'est qu'elles permettent une estimation non seulement d'un ultime moyen, mais aussi d'une densité ultime. Et c'est quelque chose, c'est un critère qui va être très intéressant pour mesurer une marge de risque à ces réserves. Néanmoins, l'inconvénient, si on peut dire, c'est qu'elle n'utilise que les données quantitatives liées au sinistre. Des données qui étaient déjà utilisées à la maille agrégée. Et c'est pour cela que les méthodes data science existent de plus en plus ces dernières années pour essayer de combler un peu cette limitation et utiliser non seulement les données quantitatives, mais aussi les données qualitatives. Pour cela, je peux par exemple citer l'article de Felice Moriconi qui est sorti il y a 2 ans maintenant. L'idée de leur process, c'était de projeter pas seulement l'ultime du sinistre avec par exemple une random forest, un réseau de neurones, etc. L'idée, c'était de projeter vraiment les différentes évolutions du sinistre, année par année, par exemple, à l'aide d'une succession d'arbres cas qui permettent non seulement d'estimer l'évolution des montants, l'évolution de la charge, mais également l'évolution du dossier, si c'est pertinent. Par exemple, avec l'apparition d'un procès ou autre. L'avantage de ces méthodes et les inconvénients. L'avantage, donc d'abord, c'est l'utilisation de toutes les données à disposition. Mais l'inconvénient majeur, et c'était aussi quelque chose que relevaient eux-mêmes les auteurs de l'article ou les auteurs de différents mémoires, c'est que ces méthodologies de provisionnement individuel à l'aide de data science permettent généralement d'estimer seulement une charge ultime de la sinistralité et on perd cette notion de marge de risque qui est pourtant cruciale en provisionnement. Donc, c'est à partir de ce constat-là qu'on a essayé d'établir un algorithme un peu hybride, donc la CICRE, qui va fonctionner en 3 étapes bien distinctes.
La première étape, l'objectif, ça va être de valoriser toutes les données à disposition de l'assureur et de mettre à profit la puissance, si je peux dire, de la data science pour réaliser une segmentation automatique de la sinistralité en cohortes de développement homogène. Ces différentes cohortes, dans l'étape 2, vont nous permettre de développer individuellement les sinistres. C'est-à-dire que maintenant, pour un sinistre ouvert dont le développement est encore incertain dans le futur, on sait à quelle cohorte il appartient. On va pouvoir maintenant le développer individuellement à partir de l'information des sinistres de ce même groupe de développement homogène. Et pour cela, on utilisera notamment une méthode un peu dérivée de link ratio, donc, que je détaillerai par la suite. Et donc, à la fin de l'étape 2, on a segmenté la sinistralité encore plus fine et plus homogène. On sait développer individuellement les sinistres jusqu'à l'ultime. Maintenant, l'idée, c'est de rajouter une mesure de volatilité dans l'étape 3. Et donc, conjointement à l'étape 2, on va réaliser un bootstrap au sein même de ces cohortes. Et les échantillons bootstrap utilisés pour le développement donc, va changer à chaque itération et va nous permettre d'obtenir plusieurs estimations de l'ultime des sinistres ouverts et donc, in fine, une densité de cette ultime. Donc, je vais vous détailler maintenant une à une les étapes, en détaillant aussi pourquoi les choix tels qu'on les a faits ont été retenus. À commencer par l'étape 1. Donc, l'étape 1, vraiment, les objectifs, c'était de valoriser toutes les données à disposition de l'assurance pour essayer de segmenter un peu plus finement la sinistralité de façon interprétable et de façon automatique, si je puis dire. Et donc, pour cela, on a testé plusieurs algorithmes de data science et c'est l'arbre carte qui a été utilisé. Donc, comme on peut le voir, par exemple, à droite de la slide, les arbres cartes, traditionnellement, ils sont plutôt utilisés comme des outils de prédiction et non comme des outils de segmentation. Donc ici, finalement, les nœuds terminaux de l'arbre qui sont tout en bas, on va les interpréter pas comme une prédiction moyenne, mais comme un groupe de sinistres ici, un groupe de sinistres homogènes d'un point de vue de la variable cible de l'arbre. Donc si je fais un petit focus sur cette première étape, l'arbre carte, ce n'est pas un outil instinctif pour réaliser cela, puisque la variable cible à définir n'est pas intuitive. Donc, initialement, on avait au préalable testé des algorithmes de machine learning non supervisés, c'est-à-dire des algorithmes qui n'ont pas besoin de cette variable cible à prédire pour fonctionner. Néanmoins, les résultats étaient assez peu satisfaisants et leur paramétrisation, dans certains cas, pouvait être vraiment délicate a priori, notamment si on souhaite définir a priori un nombre de groupes homogènes que l'on souhaite construire. C'est pour ça que petit à petit, nos recherches se sont concentrées sur l'arbre carte. Mais comme je le disais, l'arbre carte a besoin d'une variable cible pour fonctionner. Et nous, on souhaitait réellement que cette variable cible, ça soit une mesure, entre guillemets, de l'homogénéité d'un développement, qui sera intéressant pour l'étape 2 avec les link ratio. Il y a plusieurs variables qui sont possibles pour illustrer cette homogénéité dans le développement. Mais on a déjà décidé d'éliminer d'emblée certaines variables, des variables qui sont liées au coût pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, on voulait éviter d'utiliser les coûts puisque si on se situe à 3 ans de développement, 5 ans de développement dans le sinistre, les variables de coût ne vont pas avoir la même signification et ça, c'est quelque chose qui est délicat à gérer d'un point de vue data science. Mais surtout, ces variables de coût, donc que ce soit des variables de paiement ou de charge, seront utilisées dans l'étape numéro 2. Et on voulait éviter que, au global de la CICRE, il y ait un phénomène de surapprentissage à force d'utiliser en excès ces coûts. Donc, toutes les variables de charge, de paiement et de date, etc., également de paiement, ont été exclues des bases d'apprentissage des arbres et ne seront évidemment pas des variables cibles. Et on a donc pensé à la duration comme étant une bande candidate. Pour plusieurs raisons. Déjà, elle est simple à calculer et elle est connue pour les sinistres clos. C'est-à-dire qu'on peut réellement établir une base d'apprentissage sur les sinistres clos pour ensuite prédire l'utiliser sur les sinistres ouverts.
Et cette duration, elle est liée à l'homogénéité elle est liée au développement du sinistre. Et donc, algorithmiquement parlant, l'arbre 4 va chercher à réduire la variance de cette duration et donc, hypothétiquement, à favoriser l'homogénéité au sein d'une cohorte. Donc voilà, à la fin de l'étape 1, on a construit l'arbre carte qui nous permet d'avoir différentes cohortes. Maintenant, l'enjeu, ça va être de se servir, comme je le disais, de l'arbre carte, non pas comme un outil de prédiction, mais seulement de segmentation, et d'utiliser par la suite une méthode plus traditionnellement utilisée en actuariat, qui s'appelle donc les link ratio. Les link ratio, on peut interpréter ça comme un chain leader individuel, mais qui va être basé sur une moyenne pondérée des coefficients de développement connus pour calculer les coefficients futurs des sinistres ouverts. Donc tout l'enjeu va être ensuite de définir finalement cette pondération qui sera utilisée pour dire que notre sinistre ouvert sera plus proche d'un sinistre clos en particulier que d'un autre. Et donc évidemment, ça aura un impact sur son développement. Et la pondération va être calculée à partir de la proximité des charges sinistres entre elles. Parce que, on le sait tous très bien, individuellement parlant, un sinistre qui a une charge d'environ 100 € ne se développera pas du tout de la même façon d'un point de vue coefficient de développement qu'un sinistre qui a une charge de 10 000, 100 000 €. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaitait prendre en compte dans le calcul des coefficients de passage et à travers la formule que l'on peut voir sur la prochaine slide, donc ici. L'idée, donc, ça va être de calculer un poids entre le sinistre ouvert K et chaque sinistre clos K' de la même cohorte. Et ce poids-là, il va être obtenu à partir d'une distance quadratique entre les charges historiques des sinistres. Donc, c'est la somme qui se trouve ici, donc, sous la racine carrée, donc à l'intérieur du maximum. Néanmoins, de ne tenir compte que de cette charge quadratique, ça pouvait apporter des problèmes. Et donc, on a voulu contrôler cette pondération par deux paramètres, epsilon et bêta. L'objectif de bêta, ça va être vraiment d'accentuer la proximité des sinistres entre eux. Si je prends le schéma en bas à droite, donc on a symbolisé la charge du sinistre ouvert K au milieu avec le point noir et la proximité des autres sinistres en termes de charge est symbolisée par la proximité des points finalement à ce centre. Et on veut instinctivement que les charges les plus proches de ce sinistre ouvert aient les pondérations les plus élevées. Donc c'est à ça que va servir le bêta, vraiment à accentuer cette proximité. Néanmoins, on veut tout de même contrôler la pondération maximale apportée par un sinistre pour ne pas perdre l'information des autres et aussi pour ne pas arriver à des pondérations infinies si la distance quadratique est très proche de 0. Et donc ces deux paramètres, epsilon et bêta, il va falloir les calibrer. Et pour cela, donc on va aussi calibrer ces paramètres sur une base de sinistres clos, donc après la segmentation, et une base de sinistres différente de celle utilisée pour l'apprentissage de l'arbre carte. Et pour optimiser ces deux paramètres, on va tout simplement essayer de minimiser l'erreur de prédiction en sortie sur cette base d'apprentissage pour trouver, d'un point de vue informatique, algorithmique, les paramètres les plus optimaux. Et enfin, la dernière étape, l'objectif, c'était d'introduire une mesure de volatilité. Et donc, pour ça, avant de calculer les pondérations de chacun des sinistres par rapport au sinistre ouvert, on tire aléatoirement un sous-échantillon de la cohorte. Et donc, c'est ce sous-échantillon qui sera utilisé pour le calcul des link ratio et donc pour calculer l'ultime. Et ça va nous permettre d'obtenir non pas une prédiction de l'ultime, mais plusieurs. Donc ici, M évaluation de l'ultime individuelle. Donc voilà comment fonctionne, comment a été conçue la CICRE. Maintenant, si en théorie, en tout cas, l'idée et certaines des étapes nous plaisaient particulièrement, il faut tout de même challenger cet algorithme avec sur des données réelles et avec des algorithmes donc connus
pour vraiment vérifier sa robustesse. Et donc, comme je le disais au début, là maintenant, je vais vous parler des résultats qu'on a obtenus sur 2 lobes. Tout d'abord, en incendie habitation, puis ensuite en auto-RT corporel. Et donc, les résultats seront comparés à la fois sur la partie attritionnelle et sur la partie lâche des sinistres avec les méthodes ICR, donc une méthode individuelle designée par Antonio et Platt, et une méthode agrégée qu'est le Chain Leader. Donc, si je commence par les résultats qu'on a obtenus en incendie habitation, je vais vous montrer les résultats qu'on a obtenus à chaque étape de l'algorithme, puis les résultats globaux qu'on a obtenus sur cette branche-là. Donc, tout d'abord, sur l'étape 1, si on analyse un petit peu l'arbre carte tel qu'il en est ressorti, donc ici, il nous a automatiquement construit 7 cohortes différentes, donc qui sont tout en bas de l'arbre carte. Et déjà, ce qui nous a semblé intéressant ici, c'est qu'il tenait compte de variables qui étaient déjà utilisées en provisionnement, que sont les délais d'ouverture et de déclaration qui se matérialisent indirectement dans les triangles de provisionnement, mais également des choses qui sont plus traditionnellement utilisées par les gestionnaires sinistres seulement, comme par exemple la cause du sinistre qui est utilisée ici pour segmenter une cohorte par rapport à une autre. Et ensuite, la deuxième analyse qui nous paraissait intéressante, c'est sur la répartition des sinistres ouverts dans ces cohortes-là. Cet arbre carte, il a été calibré à partir de dossiers clos, et donc potentiellement aussi des dossiers qui se déroulent, qui ont une duration plus faible que les sinistres encore ouverts. Et on ne voulait pas introduire un biais de ce point de vue-là. Et ce qu'on a jugé intéressant ici, c'est que la proportion des dossiers ouverts est plus importante que celle des dossiers clos dans les groupes à forte duration. Donc, si je prends par exemple ici le dernier groupe, donc il y a un nombre ici qu'on peut voir entouré de sinistres ouverts qui est plus élevé en proportion que le nombre de sinistres clos au sein de cette même cohorte. Et donc ça, on jugeait ça assez intéressant déjà d'un point de vue segmentation et pour vérifier un peu la qualité de celle-ci. Ensuite, pour mesurer l'étape 2, donc c'était ici une étape un peu plus délicate puisque l'idée c'était de se servir des développements individuels de chaque sinistre et qui pouvaient fortement varier d'une cohorte à une autre. Donc ici, ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est le développement agrégé des cohortes pour chacune des cohortes, mais également pour le chain leader en bleu, qui a été calibré par un expert et qui donc donnera les résultats qu'on verra dans la slide suivante. Donc ici, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on constate bien qu'en effet, sur cette branche incendie-habitation, les développements sont assez rapides. Dès la 4e, 5e année, les développements tendent vraiment vers 1 sur toutes les cohortes. Et au final, en 6e année de développement, tout est déjà développé, tout est terminé, entre guillemets. Par contre, il y a des fortes disparités sur les premiers coefficients. Et on peut voir même certains premiers coefficients qui sont extrêmes ici sur ce graphique-là. Et c'est dû aux forfaits d'ouverture qui sont présents sur ces sinistres attritionnels. Puisque si je prends un exemple, si le gestionnaire sinistre ouvre un sinistre avec un certain forfait en suivant son guide de provisionnement, mais que quelques jours, mois plus tard, il apprend des nouvelles informations qui le conduisent à changer totalement son estimation, ça va avoir des coefficients individuels, ça va avoir un impact très fort sur les coefficients individuels qui va se refléter ici au sein de chacune des cohortes et qui va avoir un impact, on le verra sur les résultats de la titre. En revanche, ici, si on regarde les paramètres des link ratio, donc qui sont en bas, ils sont tous relativement proches les uns des autres. Et donc, on peut voir que globalement, l'homogénéité semble la même d'une cohorte à une autre, ici dans cet exemple-là. Maintenant, si on regarde les résultats plus en détail, donc sur la partie gauche, on voit déjà une petite synthèse à date
des différents règlements par année de survenance et des dossiers restants pour chaque survenance. Et ensuite, pour chaque algorithme, on peut voir les uns à la suite des autres, donc les réserves estimées, donc seulement sur la partie IBNR, l'écart type estimé, la volatilité estimée sur ces réserves, et enfin une marge de risque, donc que nous on a choisi d'être égale à la value at risk 75%. Et plus spécifiquement, donc pour l'ICR comme pour la CICRE, cette value at risk c'est une value at risk qui est obtenue de par la densité qui est estimée. En revanche, pour le chain leader, il fallait poser une hypothèse supplémentaire. Donc nous on a posé une hypothèse de loi log normale sur cette valuatrice pour le chain leader. Donc, si on observe les résultats en commençant par déjà les réserves estimées, on peut voir déjà d'emblée que la comparaison ne va pas être évidente puisque les méthodologies présentent tout de même de fortes disparités sur cette branche-là qui est pourtant assez stable. Y compris le chain leader ici présente des résultats très fortement négatifs pour les années 2015 à 2018 puisque le triangle utilisé avait des fortes décroissances d'un point de vue charge et donc ces coefficients inférieurs à 1 amenaient le chain leader à obtenir des réserves négatives qui auraient certainement été retraitées ensuite par l'actuaire provisionnement, mais qu'on a décidé vraiment ici de comparer brut, si je peux dire, pour vraiment comparer les méthodologies les unes aux autres sans changement ultérieur au calibrage de la méthodologie. En revanche, hormis sur cette partie réserve où il y a tout de même des instabilités, des grandes différences d'un algorithme à un autre, on constate que sur les écarts types, il y a une tendance déjà qui se dégage entre la méthode agrégée et les méthodologies individuelles, puisque les méthodologies individuelles ont une volatilité qui est bien plus faible globalement. La raison principale, c'est que ces algorithmes individuels n'estiment des provisions que sur les dossiers ouverts et donc la variation de charge est beaucoup plus faible que pour les chain leaders qui utilisent tout de façon agrégée. Néanmoins, on voit que pour la CICRE en 2019, il y a eu une explosion, on peut le dire, de la volatilité. Et c'est dû au premier coefficient qu'on voyait sur la slide d'avant qui était très volatile. Et donc, c'était dû donc, à ces provisions d'ouverture qui venaient vraiment perturber et vraiment augmenter la volatilité de ces premiers coefficients individuels qui sont utilisés par la CICRE pour développer les sinistres de 2019 encore ouverts et donc va matérialiser un peu l'impact de cette volatilité individuelle sur les résultats des réserves. C'est une limitation qu'on s'attend à voir disparaître et qui va disparaître sur les sinistres larges, puisque sur ces sinistres larges, les provisions d'ouverture ne seront pas d'actualité et donc cette volatilité sera beaucoup plus faible, d'autant plus que sur ces sinistres larges, justement, les montants étant tellement élevés, les coefficients de variation de charge varient aussi beaucoup moins. Et donc, si on regarde concrètement les résultats qu'on a obtenus sur cette partie sinistrale hybride grave, donc brièvement, puisque les analyses sont globalement les mêmes sur les premières étapes, la segmentation, de nouveau, on retrouve l'utilisation de la cause du sinistre comme variable de segmentation par l'arbre, même si cette fois-ci, la segmentation n'est pas tout à fait la même que pour la partie attritionnelle. Et de nouveau, on est, entre guillemets, rassuré de voir que la proportion d'ouverts, de dossiers ouverts est plus importante dans les cohortes de duration élevée que la proportion de sinistres clos. Sur l'étape 2, donc sur la partie vraiment développement au sein de chacune des cohortes, on commence à avoir des résultats ici sur cette branche vraiment très intéressants. Donc sur les graphiques, on voit en bleu les coefficients obtenus par la méthode Schneider et dans les autres couleurs, les développements de chacune des cohortes. Ici, ce qui est vraiment intéressant de relever, c'est que sur les développements 3, 4 et 5, les coefficients du Schneider sont impactés seulement finalement par une seule cohorte, ici en violet.
Et donc, pour le provisionnement, si on arrive ici, comme le fait la CICRE, à séparer cette cohorte vraiment atypique des autres, on peut penser que sur les résultats, on aura une meilleure prise en compte de ces développements atypiques et aussi une diminution de la volatilité du fait de l'écartement de ces sinistres atypiques des autres développements. Et enfin, sur les link ratios, on peut aussi observer un comportement très différent ici sur une cohorte, donc la C. La C qui, quand on regarde individuellement, présente une volatilité des coefficients qui est très largement supérieure à la volatilité des autres groupes. Et donc ici, les link ratios, dans leur optimisation, tendent vers une équipondération des sinistres et vont tendre finalement vers des pondérations égales à 1 pour tous les sinistres au sein de cette cohorte, pour prendre en compte finalement que la segmentation de cette cohorte n'est pas optimale et qu'elle n'est pas homogène à l'intérieur même dans cette cohorte. Et donc d'un point de vue résultat ici, sur la partie réserve, déjà on obtient des résultats beaucoup plus intéressants, beaucoup plus comparables, bien que la méthodologie ICR présente des réserves un peu plus faibles, probablement dû aussi au fait que l'ICR se base sur les montants de paiement, alors que le Chainader et la CICRE se basent sur des montants de charges pour faire ces prévisions. Et ensuite, si on regarde la volatilité, ici, il y a vraiment une forte différence, donc de nouveau déjà entre le Chainader et les méthodologies individuelles, mais y compris entre l'ICR et la CICRE, puisque la volatilité de la CICRE ici est estimée réellement très bas par rapport aux autres méthodologies. Et ça peut s'expliquer par la segmentation plus fine qu'on a réalisée en étape 1, également ces cohortes-là homogènes qu'on a vues à l'étape précédente. On voit que réellement, il y a une cohorte qui se comportait différemment, et le fait de l'isoler des autres va venir diminuer au global la volatilité des provisions estimées. Et cette volatilité, enfin, elle est aussi contrôlée par l'équipondération de la méthode des link ratios sur le groupe le plus volatile des 4. Donc, sur la partie donc incendie habitation, on peut voir, on a vu en tout cas que sur la partie attrititionnelle, il y avait une certaine limitation de la CICRE due à ces forfaits d'ouverture. En revanche, il y a des résultats qui sont vraiment intéressants sur la partie sinistralité grave, qui est d'autant plus pertinent que les méthodes individuelles seront davantage amenées à être utilisées sur la sinistralité grave pour estimer par exemple la cession de réassurance non proportionnelle, et que cette précision dans les données est probablement moins utile, bien qu'elle peut être intéressante, elle est moins nécessaire pour la sinistralité attritionnelle. En revanche, sur une branche plus volatile, qu'est la RC corporelle, il est intéressant aussi de voir comment peut se comporter une méthodologie de provisionnement individuel comme celle-ci. Brian, juste, il est 14h40, il doit nous rester 5 minutes. Il faut juste qu'on s'accélère un peu pour qu'on puisse montrer les résultats. Autant pour moi, oui, exact. Donc je me dépêche. Sur la partie attrititionnelle, je vais passer très vite. La segmentation, comme pour les autres, elle utilise la cause des sinistres, qui est intéressant, mais aussi le code de produit. Sur la partie développement, chacune des cohortes. Donc ici, on voit que c'est une branche qui est beaucoup plus longue dans les développements. Les coefficients vont bien après le sixième développement. Et encore une fois, du fait des forfaits d'ouverture, on observe une forte volatilité des premiers coefficients pour chacune des cohortes. Et donc, ça va avoir un impact sur les résultats de nouveau, et notamment sur les résultats, sur la volatilité de la CICRE pour cette dernière année d'accident. Je vais passer directement sur la partie sinistre grave, qui est beaucoup plus intéressante. Surtout qu'on faisait face ici, avec ces données, à un manque de données sur cette sinistralité très grave. On voit que l'arbre carte est très peu profond, qu'on n'utilise plus la cause du sinistre, puisque tout simplement dans la base de données, la cause était toujours définie sur inconnu. Donc évidemment, on ne peut pas servir de critère de segmentation.
Et enfin, sur cette partie RC corporelle, il y a toujours beaucoup de sinistres ouverts, y compris après 13 années de développement. Et c'est aussi intéressant de voir comment se comportent les méthodologies dans ce cas-là. Donc, si on regarde au niveau des développements de chacune des cohortes, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que déjà les développements sont très différents d'une cohorte à une autre. Mais si on compare ça avec les coefficients qu'on peut obtenir avec une méthode Schneider, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les derniers coefficients du Schneider, donc du développement 10 à la toute fin, finalement ne sont expliqués que par les mouvements des dossiers encore ouverts, puisque au sein de chacune des cohortes créées sur les dossiers clos, il n'y a plus aucun mouvement après la 10e année de développement. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact sur les résultats finaux. Et de nouveau, on constate qu'il y a un groupe où les link ratios tendent vers une équipondération du fait d'une forte volatilité intrinsèque au groupe. Et donc, concernant les résultats à proprement parler, donc ici, on peut d'office retirer l'ICR du périmètre de comparaison, puisque, comme je le disais, l'ICR est basé sur les données de paiement. Or, ici, du fait de la RC corporelle et de la forte duration, on va dire, de la branche, les montants de paiement ne suffisent pas du tout dans ce cas-là, et les réserves sont fortement. En revanche, pour la Schneider et la CICRE, les deux méthodologies tendent vers des résultats très comparables et aussi relativement proches des dossiers à date. Mais encore une fois, sur la partie volatilité, la CICRE a un réel intérêt, puisqu'il va vraiment, de fait de la segmentation et du fait des paramètres des link ratios, venir contrôler cette volatilité dans les prédictions. Et concrètement sur les résultats, incluant la marge de risque, les provisions de la CICRE sont plus faibles que le chain leader, alors que ce n'était pas le cas en vision moyenne best estimate, donc sur les réserves qu'on peut voir dans le deuxième tableau. Donc, pour conclure brièvement sur la méthodologie et sur les résultats qu'on a obtenus, on l'a vu sur les résultats, la méthodologie, elle est particulièrement adaptée sur les sinistres graves plutôt que sur les sinistres attrititionnels du fait de ces forfaits d'ouverture. Bien que la CIC pourrait être utilisée aussi avec des données de paiement qui viendraient un peu limiter l'impact de ces forfaits. Et les résultats surtout sont cohérents avec d'autres méthodologies qui sont déjà approuvées, qui sont déjà connues comme robustes par le marché. Je propose qu'on réponde aux questions parce qu'il reste moins d'1 minute. C'est peut-être plus intéressant que notre slide de conclusion. Si ça te va, Brian. Oui. Il y avait une question, c'est pendant la préparation des données, est-ce qu'on ne risque pas de fausser la valorisation? C'est-à-dire que s'il y a trop de complétion, trop de suppression de sinistres, et comment vous assurez-vous de limiter ce biais? Alors, il faut savoir que nous, on utilise en fait, donc on regarde justement le taux de complétion sur les sinistres clos. Et grâce aux méthodes, en fait, on est capable en fait de backtester un peu cette complétion avec un taux de réussite de complétion. C'est-à-dire que on va être en capacité d'évaluer est-ce que notre complétude est adéquate ou non. Et si jamais on peut juger que cette adéquation n'est pas suffisante, effectivement, on pourrait se dire que utiliser la complétion pourrait effectivement biaiser un peu les résultats et ce ne serait pas une bonne idée d'utiliser la complétion. Et ça pourrait poser effectivement un problème pour l'algorithme et impacter les résultats a posteriori. Et l'autre question, c'est que se passe-t-il lorsqu'on essaie d'appliquer les méthodes sur des produits branches longues, tels que la RC Auto? Donc là, on l'a montré dans cette cas d'étude. Et est-ce que les formules présentées, notamment la distance quadratique, sont toujours correctes lorsque la charge ultime individuelle est difficilement estimable? Je ne sais pas si tu veux répondre rapidement à cette question. Alors, si je comprends bien la question sur la partie RC Auto, donc nous, la distance quadratique ne nous a pas posé de problème sur ce set de données. C'est vrai que c'est des choses qui sont parfois difficilement estimables, mais c'est aussi des problèmes qui sont rencontrés avec les méthodologies, on va dire, plus classiques. Et l'utilisation plutôt de cette différence quadratique, plutôt que les montants à proprement parler, peut aussi peut-être tendre à réduire
cette variation, cette volatilité qu'il peut y avoir dans les charges, dans cette estimation individuelle. Ok. Je crois que c'était les deux seules questions qu'on avait. Je ne sais pas si dans la slide de fin, il y a nos coordonnées si jamais… Voilà. Voilà, donc il y a nos coordonnées en bas si vous souhaitez nous poser des questions beaucoup plus précisément. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail. Et désolé pour le timing. Et merci encore à tous d'avoir participé et bonne journée à tous.